Bon, un peu de repos après cette PCE et regardons un truc de badass, de vrai rebelle. Alors comme ça, on voulait parler de l'équipage du Ghost sans moi? Hey! Salut Sabine! Ça fait une paye? Bon, tant que t'es là, autant parler de Star Wars Rebels. Voici l'heure des Animaniacs. Nous sommes déjà de retour en 2014 où un avion de la Malaysia Airlines disparaît mystérieusement. Il se passe une chose bizarre. C'est cette même année que 12 Years a Slave sort au cinéma, ou encore du très perturbant Un amour d'hiver. Ouais non, essayez même pas de le regarder. C'était aussi le début de cette série qui a fait couler beaucoup d'encre, True Detective de HBO. Côté cartoon, 2014 a été marqué par la très bonne série BoJack Horseman, dont je vous ai déjà parlé, des 7N de Disney XD, de la mini-série La Forêt de l'étrange, ou plus connue sous le nom de Over the Garden Wall, ainsi que du très parodique Mike Tyson Mysteries, reprenant le style des Scooby-Doo vintage. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Star Wars Rebels, une série créée par un trio par Dave Filoni, connu pour son travail sur Avatar le dernier maître de l'air, pour avoir été le réalisateur du film d'animation Star Wars Clone Wars, par Simon Kinberg, connu pour sa part pour son travail sur la franchise cinématographique X-Men, ou pour avoir participé à l'écriture de films tels que Mr. and Mrs. Smith, ou au Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et Carrie Beck, la directrice du contenu créatif chez Lucasfilm Limited. La série est arrivée sur les ondes en octobre 2014 sur Disney XD aux États-Unis et en France. A noter que la série est aussi diffusée sur France 4 depuis 2015. À l'heure actuelle, il n'y a eu que 2 saisons de la série, comptant 15 épisodes chacun. Enfin, on dira plutôt 13 épisodes, accompagnés pour chaque saison d'un film d'introduction. Ouais, faut être complètement fou pour suivre un aussi mauvais plan. Le 30 octobre 2012, The Walt Disney Company annonce le rachat de Lucasfilm pour la coquette somme de 4,06 milliards de dollars. Tout le monde se balade avec ça dans la poche. Avec ce rachat, la plupart des choses faites autour des films Star Wars, qu'il s'agisse de comics, livres, jeux ou séries télé, se sont retrouvées à s'arrêter et à ne plus être canoniques. En somme, à ne plus avoir leur place dans l'univers Star Wars, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Tout non, car une série est malgré tout restée canonique. Star Wars The Clone Wars. Du coup, quand on a décidé de créer une nouvelle série sur les cendres de la précédente, on est allé trouver une partie des gens ayant travaillé dessus. Le concept d'origine provient de l'esprit de Beck et se résume à l'agence tout risque dans l'espace, allant à gauche à droite pour aider les gens dans le besoin. Ce qui n'est pas si éloigné du concept d'origine de Filoni pour Star Wars The Clone Wars. Mon idée de base était de parler d'un petit nombre de personnages vivant à bord d'un vaisseau ressemblant au Faucon Millennium, et qui s'occuperaient du marché noir, d'espionnage et d'autres histoires se déroulant en dehors du conflit intergalactique. Bon, mais vous êtes qui au juste? Vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des voleurs? Difficile de dire ce qu'on est vraiment. On est une bande, une équipe. D'une certaine façon, on est une famille. Grâce à l'expérience acquise sur The Clone Wars et à l'évolution de la technologie, l'équipe de la série a réussi à réduire le temps de production d'un épisode de 1 an à l'époque de The Clone Wars à 8 mois pour Rebels. Et c'est là l'un des grands avantages de la 3D d'après Filoni qui lui permet de modifier de suite quelque chose qui ne va pas plutôt que d'attendre de le faire en post-production. Une décision importante a été de savoir quand l'action de Star Wars Rebels prendrait place, ce qui mena le tout à se passer durant l'Alliance Rebelle. Du coup, la série se déroule 15 ans après l'épisode 3, la remonte des Sith, et 5 ans avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, ce qui permet d'éviter certaines répétitions. Afin de contraster avec The Clone Wars et son aspect intergalactique, le choix a été fait pour Rebels de prendre le point de vue d'un seul groupe. Filoni a aussi remarqué que dans la trilogie originale, il était fait mention de certains événements sans que cela ne soit jamais montré, comme la dissolution du Sénat impérial. Ezra Bridger est un adolescent orphelin de 15 ans vivant sur la planète Lothal qui est placé sous le règne de l'Empire. Il vit de ses escroqueries et vols tout en essayant d'aider au mieux le peuple face à la tyrannie de l'envahisseur. Je n'ai rien fait du tout. Très vite dans la série, on découvre qu'Ezra peut manipuler la force et donc devenir un Jedi ou un Sith. La série nous place d'ailleurs souvent du point de vue d'Ezra. Kanan Jarrus. Il s'agit du leader du groupe formé par l'équipage du Spectre. C'est avec cette équipe qu'il lutte localement contre l'Empire tout en menant une vie de contrebandier. Un peu plus tard au cours de la série, on apprend que son vrai nom est Caleb Dume et qu'il était le dernier Padawan à avoir survécu à l'ordre 66, provoquant l'extermination des Jedi. Et il n'a d'ailleurs pas grand chose à voir avec le Jedi type. Après avoir vu les aptitudes d'Ezra, il décide de renouer avec la Force qu'il avait mis de côté durant toutes ces années afin de devenir son mentor et de le guider du bon côté.
Il veut dire que c'est difficile d'être ton professeur. Garazb Aurelios, alias Zeb. Il s'agit d'un combattant Lasat venant de la planète Lassan, l'une des premières espèces à s'être élevée face à l'Empire, ce qui se traduit par le massacre de leur peuple et la destruction de leur monde d'origine organisé par l'agent Calus. Malgré son aspect bourru, c'est un être très intelligent, fort et à la fois très agile, en faisant un très bon mécano. Je vous dis que c'était pas ma faute. Sabine Wren. Cette Mandalorienne de 16 ans est une artiste graffeuse, mais aussi une experte en armes et autres explosifs. Elle s'exprime énormément à travers son art, que ce soit en customisant son armure, ses cheveux ou bien sa cabine dans le spectre. Elle est le love interest d'Ezra, hélas, cela ne semble pas être réciproque. Hera Syndulla est une Twi'lek, pilote et propriétaire du spectre. C'est une femme au grand cœur qui joue souvent le rôle de maman pour le groupe. Elle sert de mentor à Sabine, rattrape les erreurs d'Ezra, calme la fureur de Zeb, elle donne sa cohésion au groupe. Elle n'en est pas pour autant une personne très déterminée, gardant pour elle-même ses raisons de combattre l'Empire. On sait qu'elle est la fille de Sham Syndulla, qu'on a déjà pu voir dans Star Wars The Clone Wars. C1DP, alias Chopper, c'est l'astromécano de la bande. Il a été conçu par Hera, mais à la différence de cette dernière, il a très mauvais caractère et est très souvent têtu. Il s'agit d'un très ancien modèle de droïde, et le fait qu'il ait des pièces venant d'ici et là correspond bien avec son caractère, où il n'en fait qu'à sa tête. Chopper et Zeb sont d'ailleurs toujours à se chercher l'un l'autre. L'agent Calus. Il s'agit d'un agent du haut rang du Bureau de Sûreté Impériale, sorte de FBI intergalactique, travaillant sous les ordres de Darth Vader et en collaboration avec l'Inquisiteur. Il est très doué pour la chasse aux rebelles et arrive très fréquemment à reconnaître les pièges des rebelles et à en monter lui-même. Il est responsable de la destruction de la planète natale de Lasat. À la différence de nombreux agents de l'Empire, il est un combattant efficace au corps à corps, utilisant une arme Lasat qu'il a récupérée durant les massacres. L'Inquisiteur. Je suis l'Inquisiteur. Bienvenue, messieurs. Il s'agit d'un Padawan utilisant un sabre laser à 2 lames. Il fait partie de l'Inquisition, un ordre de l'Empire dont le but est la poursuite et l'élimination de tous les derniers Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Il vient sur la planète Lothal pour éliminer Kanan et tente par la même occasion de faire passer Ezra du côté obscur. Malgré ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un Sith. Star Wars Rebels n'est pas la première incursion de Star Wars dans le monde des cartoons, puisqu'on a eu droit à Star Wars Droid, les aventures de C3PO et R2D2, une série de 13 épisodes diffusée en 1985 sur ABC. La série racontait les aventures de C3PO et R2D2 avant leur apparition dans l'épisode 4. Star Wars Ewoks, qui racontait les aventures de Wicket et du peuple des Ewoks avant les événements de l'épisode 6, pour une série de 35 épisodes diffusée en 1985 sur ABC. Il faudra attendre 2003 et Tartakovsky pour Star Wars Clone Wars, une série en 2D de 25 épisodes diffusée sur Cartoon Network. L'histoire suivait de nombreux Jedi comme Anakin, Obi-Wan ou encore Yoda durant leur combat aux côtés des clones contre l'armée des droïdes. Star Wars The Clone Wars était pour sa part une série en 3D se déroulant après la précédente. Elle est composée de 121 épisodes répartis sur 6 saisons et montre l'opposition entre les Jedi et les Sith ainsi que la mise en place d'éléments importants pour l'épisode 3. Enfin, il y a Star Wars Detours de Seth Green annoncé en 2012 qui devait se concentrer sur les gens ordinaires et leurs problèmes de tous les jours. Des problèmes qui impliquaient en réalité des célèbres chasseurs de primes, des Ewoks fous ou encore un seigneur noir Sith. Bienvenue dans Star Wars Detours de l'autre côté des étoiles entre les guerres. À quoi peut-on s'attendre alors pour cette saison 2 et la suite? Sans entrer dans les spoilers, les grosses lignes vont être de faire passer notre petit groupe de rebelles préférés d'une position de joueur solitaire à celui de membre actif de la rébellion. Du coup, pas mal de choses vont un peu évoluer. Kanan devra donc apprendre à suivre les ordres, Ezra rencontrera d'autres personnes contrôlant la force, et ça bien mieux que lui ou Kanan. La saison 1 a été l'occasion de présenter les personnages et cette nouvelle saison est l'occasion d'aller plus en profondeur dans leurs histoires et motivations, donnant un aspect un peu plus sombre à la série, mais qui reste cohérente avec le reste de l'univers Star Wars. Tu as le sens de l'observation, toi. Le casting VO de cette série est composé de noms de haute volée tels que Vanessa Marshall, Steve Bloom, Tia Sikar, Dee Bradley Baker ou encore Freddie Prinze Jr. qui lors de cette saison 2 va retrouver sa femme, Sarah Michelle Gellar. On a aussi la chance de retrouver des acteurs de la série The Clone Wars ou d'autres venant des films eux-mêmes. Mais en ce qui concerne la VF, le rôle de Kanan est interprété par Matthew Moreau, que l'on a pu déjà entendre dans la peau de Nick Frost dans Shaun of the Dead. Mais ça a l'air d'être un film génial, ce serait cool d'avoir une vidéo dessus. De Gambit et Pyro dans X-Men Evolution, ou encore dans la peau de Theo James dans la saga Divergente. Anthony Lopresti incarne le jeune vagabond Ezra, et si sa voix te dit quelque chose, c'est aussi celle de Pierre de Pokémon, ou encore de Takashi Komuro dans l'animé High School of the Dead. Le fort Abra Zeb est doublé par Olivier Cuvelier, qui a prêté sa voix à Tim Robbins dans Les Évadés, à Jiraiya dans Naruto, ou encore à Captain America dans Avenger Rassemblement.
Sabine, pour sa part, est jouée par Mélanie Dambermont, qu'on connaît pour ses interprétations de Martha Jones, l'une des compagnes du docteur de Doctor Who, pour avoir doublé Jennifer Connelly dans Labyrinthe, ou encore pour être l'énergique Rainbow Dash dans My Little Pony Friendship is Magic. Carole Bellien incarne Hera, là encore on va retrouver un doubleur de la série Naruto puisqu'il s'agit de Naruto lui-même, ou encore Bloom the Weeks, mais aussi Donna Noble dans Doctor Who ou Mabel de Souvenirs de Gravity Falls. L'Inquisiteur a le droit à la voix de Jean-Marc Delos, qui n'est autre que Mewtwo et le professeur Chen dans Pokémon, mais aussi Harry Gold d'Entourage ou le professeur Xavier de X-Men Evolution. Envie de se faire toute la saison d'un coup? Pas de soucis, toute la saison est disponible en DVD. Étrangement, aux USA, le tout est disponible en DVD et Blu-ray, avec quelques bonus en plus pour la version Blu-ray. Mais nous n'avons droit qu'à une version DVD, il faut croire. Bon, c'est déjà mieux que rien, hein. L'aspect visuel de Star Wars Rebels est grandement inspiré du travail de Ralph McQuarrie, concept artiste sur la trilogie originelle Star Wars. Par exemple, on peut voir que les sabres laser sont plus fins, comme sur les peintures de McQuarrie, et les arrière-plans sont faits de façon à donner l'illusion qu'ils ont été faits au crayon. Le design de Zeb vient d'ailleurs d'un des premiers croquis pour Chewbacca le Wookiee, à quoi l'équipe a rajouté des rayures de tigre mauve. Mais cette chose n'est pas un Wookiee. L'apparence de Darth Vader est d'ailleurs plus proche de celle des premiers croquis de Ralph McQuarrie. La plupart des véhicules ou décors créés pour la série Clone Wars mais non terminés à l'époque ont fini par être utilisés dans la saison 1 de Rebels. Kanan a été pensé comme un cow-boy par l'équipe de production, une manière de rappeler que le western est un genre qui a beaucoup inspiré George Lucas pour la création de sa propre saga. Du coup, Kanan est inspiré de Bill Money, le personnage de Clint Eastwood dans son film de 1992, Impitoyable. Comme le personnage de Clint, Kanan est obligé de reprendre son ancienne vie des années après une tragédie. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de regarder ce film. Vous ne devriez pas garder la cellule de la Jedi. C'est au niveau suivant. C'est au niveau suivant. Il vaut mieux vous dépêcher. Il vaut mieux qu'on se dépêche. Comme dans tous les films Star Wars, la série inclut le fameux cri Willem. Avant son annonce officielle, la production de Rebels commença sous le nom de code Wolf. On peut d'ailleurs retrouver ce nom sur de nombreux concept arts. Les acteurs ne savaient même pas qu'ils auditionnaient pour une série Star Wars, mais pour un cartoon du nom de Wolf, où les héros avaient des épées de soleil et faisaient face à la tyrannie à la place de l'Empire. Ah, c'était pas mal Wolf comme nom de code, hein. D'après Dave Filoni, Chopper a été pensé pour être l'opposé de R2D2. Alors que R2 est loyal comme un chien, Chopper est plus indépendant comme un chat. Blake Seven de 1978 est une forte inspiration pour la série. Dans cette série, on suit Roche Blake, le leader du groupe interprété par Garrett Thomas, et son équipe qui combat le terrible empire de la Fédération Terran au bord de leur vaisseau alien abandonné, le Liberator. Une autre grande source pour la série a été les films de Miyazaki. Alors que l'aspect global était proche de la première trilogie, Dave Filoni pensa qu'il était approprié que le personnage de l'Inquisiteur soit un alien venant de la prélogie. À l'origine, il devait être un Chagrian comme Masameda que l'on peut voir dans Star Wars épisode 1 La menace fantôme, mais les énormes cornes liées à la race rendaient impossible le fait que le personnage puisse piloter un TIE Fighter. Du coup, les Pawans de l'épisode 3, La revanche des Sith, ont été choisis. Ezra montre de nombreuses similarités avec Anakin Skywalker. Tous deux ont une forte connexion avec la Force, les deux laissent leur arrogance obscurcir leur jugement, tous deux montrent pas mal de colère, et tous deux gagnent une cicatrice en se battant contre un acolyte Sith. Tu trouves ça drôle? Même si on peut voir de nombreuses ressemblances entre les personnages de Ezra et celui d'Aladin, que ce soit dans leur apparence ou bien le côté enfant des rues, Dave Filoni affirme que leur inspiration pour le personnage était Ralph Macchio dans Karate Kid. On est donc vraiment fait pour s'entendre. Le concept de la série a pas mal évolué au cours du temps. À l'origine, la série devait se focaliser sur un groupe de pilotes ne possédant aucune connexion avec la Force. Dans certaines versions, Kanan avait un bras robotisé, Zeb était un Nitorien, et Hera est passée du rôle de mère obèse à celui de jeune fille avant de redevenir la mère du groupe. Mais cette fois, en gardant la ligne. À la différence de Star Wars The Clone Wars, l'animation de cette série s'est basée sur les récents films d'animation 3D de Disney, tels que Réponse, Le Monde de Ralph, La Reine des Neiges ou Les Nouveaux Héros, surtout en ce qui concerne les animations des visages. Toute l'inspiration ne vient pas que du travail de McQuarrie, mais aussi de recherche pour le Star Wars épisode 7 de J.J. Abrams. Ainsi, le 5e frère, un inquisiteur qu'on va pouvoir découvrir dans la saison 2, devait être à l'origine l'un des chevaliers de Ren. Star Wars Rebels raconte donc les aventures d'un groupe tout en laissant le passé de Kanan peu développé pour ne pas que le personnage prenne le pas sur les autres rebelles. Du coup, quand la licence de comics Star Wars est passée aux mains de Marvel, le projet d'explorer le passé du personnage a été lancé. Comme l'explique Greg Weisman lui-même, nous voulons parler des premières années de Caleb avant qu'il ne prenne le nom de Kanan. On s'intéresse donc aux années suivant l'Ordre 66, quelques jours avant, et même ce qui se déroule plusieurs années après. Le but n'est pas d'être encyclopédique, mais de raconter les événements marquants. À la sortie de cette vidéo, plusieurs épisodes seront déjà sortis en VO, avec l'ancien producteur Weisman au scénario et Laratz au dessin. De plus, une bonne partie des épisodes sont déjà disponibles en librairie, en VF chez Panini Comics. Son plan devient de pire en pire chaque minute. Faut espérer qu'il rechangera pas. Je vous signale que je suis juste à côté de vous. Nous le savons.
Avec l'annonce du rachat de Star Wars par Disney et la création de cette nouvelle série d'animation, on a pu voir pas mal de réactions négatives sur internet, allant des gens ne comprenant pas qu'on arrête The Clone Wars, aux anti-Disney nous expliquant que Mickey et ses potes allaient tout détruire. On en a eu pour tous les goûts et c'est limite si on n'avait pas enterré la série avant d'en avoir vu la moindre image. Étonnant avec internet, hein. C'est donc d'une manière très habile que l'équipe de production a pu terminer son travail, révélant au fur et à mesure quelques éléments sur l'équipage du Spectre et surtout en diffusant en avant-première le pilote sous la forme d'un film d'1 heure. Avec l'impatience grandissante des fans pour l'épisode 7, il n'en a pas fallu plus pour intéresser le public qui, du coup, a jeté un coup d'œil à Star Wars Rebels. Parce qu'au final, oui, Star Wars Rebels est bien la première indication de ce que va pouvoir donner l'univers de George Lucas entre les mains de Disney. On ne va pas s'en cacher, Star Wars Rebels est bien à destination des enfants et particulièrement des garçons de 6 à 9 ans. Le placement sur Disney XD n'est pas illogique, car au final, Rebels sert à attirer une nouvelle génération de fans vers Star Wars, d'autant quand on sait que certains personnages de la série pourraient faire leur retour dans la nouvelle trilogie. Mais au final, c'était aussi un petit peu le cas de Clone Wars à ses débuts, ou plus globalement de la prélogie Star Wars des dires même de George Lucas. Possible, il serait prêt à tout pour une poignée de crédit, mais on est une source de revenus pour lui. À mon avis, il n'en savait rien. Et du coup, tous les ingrédients pour séduire cette audience sont au rendez-vous. On a notre dose de combat, qu'il soit au corps à corps, à coups de pistolet ou dans l'espace. D'humour bien dosé et sans lourdeur. En fait, on a une recette qui nous fera pas mal penser aux dernières moutures en date des Tortues Ninja, mais avec des moyens bien plus importants. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Ben, tu vois... J'ai toujours trouvé ça confus moi aussi, mais Maître Yoda le disait sans arrêt. Mais du coup, qu'en est-il des parents? Ces derniers pourraient penser qu'ils ne vont pas trouver leur compte, mais ça serait bouder pas mal de qualités que propose le show. En effet, il est assez simple de l'apprécier pour autant qu'on aime bien l'univers d'origine. Qui dit série pour enfants dit scénario assez évident, mais pas pour autant inintéressant. Ils sont tous pour la plupart bien exécutés et mettant en place plusieurs sous-intrigues allant de la naissance de la rébellion aux véritables origines des parents d'Ezra ou encore d'autres révélations sur le reste de l'équipage. Et le tout sans s'amuser à créer d'aliens abrutis comme ça a pu être fait par le passé pour attirer les enfants. Et pourtant l'histoire n'est pas infantilisée pour autant. Oui, on se retrouve dans un récit initiatique, mais on nous présente surtout une guérilla, en nous montrant son aspect certes trivial par moments, mais longue et dangereuse, et menant à la création de la rébellion et son organisation. On a affaire à des personnages assez caricaturaux, mais pour autant intéressants et montrant de la profondeur, auxquels on finit par s'attacher. Et même le méchant de cette saison 1, l'Inquisiteur, n'est jamais vraiment tourné en bourrique. On le montre toujours comme le danger ultime pour l'équipe, que ce soit par sa puissance, son expérience ou son côté malin. Navré, mais aucun renfort ne viendra. L'équipage du Spectre peut être vu comme une famille où chacun va venir aider le héros à s'épanouir. Hera et Kanan se voient attribuer le rôle de figure parentale et du tuteur indirect d'Ezra, en essayant tous deux de le guider sur le bon chemin, que cela soit en tant que Jedi ou qu'être humain. La relation d'Ezra et Zeb fait du coup pas mal penser à celle d'un enfant et son grand frère. T'en prie, rien ne me ferait plus plaisir que de te jeter par-dessus bord pendant qu'on est en vol. Tandis que Sabine, elle, se cantonne au Love Interest. Du coup, c'est une manière assez originale de traiter le schéma de la famille recomposée et l'évolution des plus jeunes au contact de ses aînés. Il est d'ailleurs marrant de voir que l'équipage du Spectre fait pas mal penser à celle du Millennium Falcon. Ezra fait à la fois penser à Han Solo et à Luke Skywalker, vu que lui aussi est hostile à l'autorité et casse-cou et n'hésite pas à risquer sa propre vie pour venir en aide aux autres. D'ailleurs, à l'époque de l'épisode 4, il devrait avoir à peu près le même âge que Luke. Un autre élément que j'ai particulièrement aimé est l'amour que l'équipe semble avoir pour l'univers Star Wars. Bien que beaucoup de choses ne soient plus canoniques, la série fait de nombreuses références à ce qui existe, allant d'un caméo de R2D2 à C3PO, en passant par The Clone Wars, ou encore à Star Tour, l'attraction des parcs Disney nous faisant voyager dans une navette de transport. Une belle manière de créer une nouveauté tout en ne reniant pas son héritage. C'est aussi l'occasion de nous montrer des choses qu'on a peu vues jusque-là. En effet, la planète sur laquelle se déroule l'action est certes occupée, mais la situation semble plutôt stable, et l'Empire commence à peine à irriter les gens qui vivent plutôt normalement jusque-là. Visuellement, la série utilise un aspect des plus cartoony qui pourra autant plaire que diviser. On peut voir un grand effort fait au niveau de l'animation, permettant d'avoir une gamme d'émotions bien plus vaste que ce qu'on a pu connaître sur The Clone Wars. Non, le vrai souci vient des textures utilisées assez simplistes, donnant un aspect plastique au personnage qui ne sera pas du goût du plus grand nombre. Et comme bon nombre de séries en 3D, on pourra regretter ce sentiment de vide qui habite parfois les décors. L'une des forces de la série est sa réalisation très fine, fluide, qui offre des combats d'une grande lisibilité ou encore qui sait bien mettre en avant ses panoramas. Chaque planète a sa propre identité, permettant de se familiariser avec les lieux. Un mot sur les compositions de Kevin Kiner, qui opérait déjà sur The Clone Wars, qui, bien que reprenant une grande partie des thèmes de John Williams, arrive à créer des morceaux d'une grande richesse, chose assez rare pour un cartoon.
Un autre point de vue très rassurant est que Star Wars Rebels nous rappelle qu'il reste pas mal de possibilités de manœuvre dans le monde de George Lucas, lui permettant d'expérimenter pas mal de choses. Clone Wars avait des moments d'humour, mais le ton était dans l'ensemble plus sombre et réaliste. Rebels n'hésite pas à venir jouer sur les deux tableaux en nous offrant des bouffées d'air frais avec des blagues et autres gags bien trouvés, nous mettant un sourire sur les lèvres, et quelques secondes plus tard, regagnant toute notre attention avec une séquence d'action plutôt brutale pour le public visé, ou encore en nous offrant une scène pleine d'émotions venant donner de la vie au personnage. Malgré tout, on se retrouve avec un point de départ connu. Un jeune asocial, vivant à l'écart de la société, trouve un maître et apprend à contrôler ses pouvoirs. Au cours de son voyage, il découvrira qui est son père et deviendra un grand guerrier, même si un nombre important de personnes, d'aliens et de robots devront mourir sur son passage. Les Jedi ont disparu, mais il y a une autre voie. Le côté obscur. Jamais entendu parler. Ça vous dit quelque chose, hein ? Star Wars Rebels est clairement un hommage au premier film Star Wars, plus qu'à la prélogie, que ce soit par son ambiance, son univers ou bien ses inspirations. Et pourtant, même s'il emprunte pas mal de détails au film de George Lucas, on peut voir que le ton ou le style ne correspond pas vraiment. On est plus proche de l'Empire contre-attaque, épisode non réalisé par Lucas, que du premier film. Du coup, s'éloigner de la prélogie est une bonne chose, parce que Clone Wars était entièrement basé dessus, et qu'il est bon de trouver une manière de plus de dissocier ces deux cartoons. Ensuite, parce que ce que ces films n'arrivaient pas à faire, d'après moi, c'est à nous vendre des personnages dans lesquels on pouvait croire, et pour lesquels on pouvait vraiment s'inquiéter. Ainsi, le Jedi et renégat Kanan n'est pas l'espèce de moine ennuyeux qu'était chaque Jedi de la prélogie. Et Ezra est peut-être un ado rebelle, mais n'est pas aussi énervant et perpétuellement à se plaindre comme pouvait l'être Anakin Skywalker, énervant à son tour les fans avant qu'ils ne deviennent Dark Vador. L'autre élément qui nous éloigne de la prélogie est que les personnages parlent comme de vrais humains et non plus comme des distributeurs à informations, excitent les longs monologues afin de nous expliquer leurs sentiments ou les retournements de situation du scénario. Au fil de la saison, on sent les créateurs de plus en plus à l'aise avec leur bébé et l'on se prend à être vraiment saisi par l'histoire jusqu'au final de la saison 1, donnant envie d'enchaîner de suite. On a pris le temps de connaître les personnages, à voir le ton s'assombrir un peu par touche, et l'on se rend compte que le tout ne va pas rester si enfantin que ça. Est-ce que Star Wars Rebels va fonctionner ? Vu les retours plus que positifs suite à la saison 1, la réponse est simple à donner. De même, on peut voir que Disney est plutôt confiant en son produit, puisqu'avant même la diffusion de la saison 1, une saison 2 avait été commandée. Ce qu'on pourra reprocher à la série, c'est d'être sympa, mais de certainement pas laisser un grand impact sur la saga. Dans l'état des choses, elle sert de porte d'entrée royale à l'univers, à mettre en place les événements à venir de la trilogie originale, à montrer des choses sous un nouveau jour, la complexité d'être un Jedi une fois l'ordre éteint, le fonctionnement de l'Empire, les débuts difficiles de la rébellion, mais rien de plus, à moins que le futur me fasse mentir. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce Cartoons in Motion sur Star Wars Rebels. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui vous aura donné envie d'explorer un petit peu plus l'univers de Star Wars. Tu as dit que c'était une opération de routine, alors qu'est-ce qui s'est passé en bas ? Oh, Chopper, je t'en prie, la matinée a été pénible. Bon, moi je dois y aller, je crois que Chopper m'appelle. Encore un grand merci à la très talentueuse Vesper pour son aide. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner si vous ne connaissez pas, c'est un maître Jedi qui vous le demande. Et tu peux me rejoindre sur Twitter et Facebook pour discuter et avoir les dernières news. See ya! Oui, allons faire un tour chez Jabba. La chance, il va nous falloir un miracle. En voici 3.